Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour du Pays Basque. Je sais que j'ai pas fait le débrief du Tour de Catalogne, mais j'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement. Et là donc on va se retrouver pour le Tour du Pays Basque, il y a beaucoup de choses à dire. La course a été très animée. Enfin voilà, on a eu un contre-la-montre le premier jour qui était très difficile, où il y a eu des gros écarts. Ça a animé pas mal le reste de la semaine. On a eu une étape 3 très intéressante. Une étape 6 incroyable au niveau du suspense et au niveau de la bagarre pour la gagne. Voilà, il y a eu vraiment une course très intéressante et avec la victoire de Roglic. Si vous n'avez pas suivi, spoiler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à partager la vidéo également si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous a intéressé, quel coureur vous a déçu, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Primož Roglic. Est-ce que vous pensez que cette victoire va lui faire du bien? C'est un peu en relation avec la vidéo que j'avais fait sur Primož Roglic et sur sa déception de Paris-Nice. Je vous donnerai mon avis quand je parlerai de Primož Roglic. Allez, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais faire assez vite du côté du bilan des Bleus par rapport à d'habitude, parce que déjà il n'y avait pas 150 coureurs français. Je vais commencer avec le seul top pour moi de cette semaine du côté des Bleus, c'est David Gaudu. Le français de la Groupama FDJ qui finit 5e de la course, je crois, ça me trompait. Je vais pas revérifier, voilà, 5e de la course au général, à 1 minute 27 de Primož Roglic, à 1 seconde d'Adam Yates, 1 seconde devant Pello Bilbao, quand on vous dit ça s'est joué à pas grand chose. Du côté de David Gaudu, moi j'ai bien aimé déjà sa dernière étape, mais j'ai bien aimé sa semaine en général. La seule déception que j'aurais du côté de David Gaudu, c'est cette première étape où il a été assez décevant sur cette première journée de course. C'est vrai que sur le contre-la-montre, voilà, il finit 54e avec un gros écart. Sur 13 km, il finit à plus d'1 minute. Ça, c'est une déception. Il va devoir travailler ce domaine-là. Parce que sur le Tour de France, ça ne pardonnera pas le contre-la-montre. Donc il y a un énorme travail à faire dans ce domaine-là. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est toujours son sens de l'attaque. En montagne, ça a été l'un des meilleurs. 4e de l'étape numéro 2, 6e de l'étape numéro 3, 1er de l'étape numéro 6. Et puis quand il a fallu attaquer, il l'a fait. Il a été très fort le dernier jour. Je pense que s'il y avait eu la bagarre avec Roglic, je suis pas sûr que Roglic l'aurait battu. Très clairement. Parce que il me semblait très fort quand même lors de cette dernière étape, ce qui montre également un bel état de fraîcheur et des belles capacités de récupération. On n'est pas surpris parce que sur la Vuelta, il avait fait une bonne 3e semaine non plus l'année dernière. Mais il y a eu voilà, des très belles choses. Et du côté de David Gaudu, j'ai l'impression qu'il a enfin compris que c'était le leader dans l'équipe. Il faut également souligner le gros travail de Bruno Armirail, encore une fois, qui est, je dirais, son lieutenant, c'est un peu son ange gardien à un certain moment, Bruno Armirail, dans les phases de plaine. Il a été très fort, et je pense que là, il va faire la campagne Amstel, Flèche Wallonne, Liège, Bastogne-Liège, mais il faudra le revoir sur le Tour de France, parce que je pense que sur la dernière semaine du Tour de France, s'il a perdu un petit peu de temps, on devrait le voir dans des échappées, David Gaudu. Voilà, il doit travailler encore le contre-la-montre, mais en montagne, il est très fort. Il a attaqué, il n'a pas hésité à prendre l'initiative également, par exemple sur l'étape 3 à un moment, pour revenir sur Pogačar et Roglic qui s'en étaient allés dans la montée de l'Ermo-Aldé, qui est une montée assez courte, mais ils étaient partis quasiment dès le pied, les deux, avec une attaque de Pogačar, et lui il est revenu à, je crois que c'était entre 2 et 1 km de l'arrivée, il est revenu très fort, il a fait un très gros effort à ce moment-là. Bon voilà, il a vraiment toutes les cartes en main aujourd'hui, je pense, pour faire un bon Tour de France, sauf le contre-la-montre. Vous avez bien compris. On passe au flop, tout de suite. Du côté des flops, j'en ai un peu plus. Je commence avec Benoît Cosnefroy. Alors, Benoît Cosnefroy qui, on pensait, était de retour au top après Cholet-Pays de la Loire, où je l'avais trouvé très bon dans son attaque dans le final, où j'avais vraiment trouvé qu'il avait été excellent. Eh bien, de nouveau, embêté par des problèmes de genoux, mais même si on enlève ces problèmes de genoux en début de semaine, parce que ces problèmes de genoux sont arrivés un peu après dans la course,
il a fait un très mauvais contre-la-montre. Et ouais, on l'attendait, Benoît Cosnefroy, et il n'a pas été au niveau. C'était un petit peu inquiétant, en plus, son problème de genou à une semaine des classiques ardennaises, hein, parce que c'est un de ses objectifs de début de saison, on le sait, hein, Cosnefroy, il a été conçu pour ces classiques ardennaises, et là, les résultats n'ont pas été bons, véritablement, pour Benoît Cosnefroy. Donc, est-ce que c'est un problème vraiment physique important? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il devra se faire opérer ou avoir une période de repos? Ou est-ce que c'est vraiment un problème dû à la récupération? C'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. On l'a rarement vu sur des courses de plus de 4 ou 5 jours. Hein. Cosnefroy, il a souvent fait le Tour de Limousin, mais moi, j'ai pas souvenir qu'il ait fait de grand tour encore, Cosnefroy. Si je vérifie... tac, que je retrouve chez AG2R. Cosnefroy, est-ce qu'il a fait énormément de grands tours sur sa fiche sur Pro Cycling Stats? J'ai pas souvenir. Hein. Si, il a fait 2 Tours de France. Ah oui, il avait fait le Tour de France, oui, c'est vrai. Mais il n'avait pas été très bon, hein, même. Je me souviens du Tour de France où c'était. Alors, est-ce que j'ai. Voilà, les résultats. Oui, le Tour de France, il a fini 116e et 113e avec, ouais, pas de grands résultats. Donc peut-être un souci sur les grands tours et sur les capacités de récupération. Mais j'ai un petit souvenir de Cosnefroy, c'est vrai, sur les grands tours. Mais c'est quand même inquiétant, un problème physique sur une course comme ça, avec très peu de temps par rapport à ses prochains objectifs. Et puis encore une fois, à part sur Cholet Pays de Loire, on ne l'a pas vu depuis le début de saison. Les résultats sont assez décevants pour Benoît Cosnefroy et on l'a très peu vu. Donc c'est là où je m'inquiète un petit peu pour le français. Parce que, en plus, cette année, j'ai l'impression que les classiques ardennaises sont quand même très ouvertes parce que même Julien Alaphilippe est un petit peu fatigué sur la fin des classiques flandriennes. Et puis, il n'a jamais enchaîné flandrienne et ardennaise, le coureur français. D'autres coureurs voilà, ont été... un peu en dessous physiquement, et il y a des Van Aert, on sait pas trop comment ça va se jouer sur ces courses-là. Van der Poel n'a pas été incroyable non plus sur les flandriennes, donc ça me semble ouvert, et c'est dommage, parce que Cosnefroy, j'avais l'impression que ça allait mieux sur cette course-là, sur Cholet Pays de Loire. Mais là, c'est vrai le contre-la-montre, il finit à 2 minutes 20, en 2 minutes 30, ça a été une catastrophe. Guillaume Martin aussi, c'est dommage, il n'avait pas fait un mauvais chrono pour moi, Guillaume Martin, mais en montagne, ça n'a pas suivi. Il finit simplement 31e du classement général. Alors certes, il est tombé également sur une des étapes, Guillaume Martin, mais sur les autres, à un moment, il est avec Brandon McNulty sur la dernière étape. J'ai pas trop compris même... parce qu'à un moment il est parti tout seul, McNulty ensuite est revenu sur lui, je sais pas trop quelle était la stratégie. Après du côté de Guillaume Martin, on sait que cette année il veut faire Tour de France Vuelta, c'est quand même un doublé qui ne va pas être si facile que ça, si en plus entre les deux vous avez les Jeux Olympiques. Là il va aller sur les classiques ardennaises, Amstel, Flèche Wallonne, Liège, en tant que leader, parce que chez Cofidis, il y a aussi Simon Geschke, mais je pense pas que Simon Geschke gagne ces courses-là. C'est dommage là parce que Paris-Nice n'avait pas été mauvais pour Guillaume Martin. Alors est-ce que c'est un trou dans sa saison? Savoir que vous pouvez pas être au top toute l'année non plus, surtout quand vous avez un gros pic de forme au mois de juillet. Donc peut-être que là c'était pas forcément la meilleure idée du monde de le mettre sur cette course-là, mais je ne l'ai pas trouvé incroyablement bon, pour tout vous dire. Et le contre-la-montre, il va falloir travailler là-dessus, quand même, parce que là il a fini 74e de ce contre-la-montre là, et il avait fini 92e du contre-la-montre à Gien sur Paris-Nice. Alors je sais que c'est pas son domaine de prédilection, mais là il arrive même pas à limiter la casse. Donc c'est là-dessus il va devoir travailler beaucoup, parce que sur un Tour de France où il va y avoir autant de kilomètres de contre-la-montre, il va prendre cher. Très clairement, il avait fini 41e l'année dernière du contre-la-montre de la Vuelta aussi, donc c'est vraiment un gros problème là. Il va falloir travailler là-dessus, parce que c'est pas suffisant pour un coureur de ce type. Il faut être meilleur dans ce domaine-là si on veut jouer les avant-postes.
Et même sur le reste de la semaine, sur les étapes de montagne, il n'a pas été au niveau. Il n'a pas été en mesure d'être dans le groupe de tête. Et c'est ce qu'on attendait de Guillaume Martin. Donc est-ce que c'est un trou dans sa saison, encore une fois, que cette course-là, au final, il n'aurait peut-être pas dû la faire? Ou est-ce que c'est un autre problème pour Guillaume Martin? Peut-être une nouvelle douleur au niveau des genoux? Je ne sais pas. Je termine avec Pierre Latour, qui lui aussi a fini loin. Pierre Latour, il finit 22e à 13 minutes, derrière Gino Meder et Patrick Bévin. Derrière également Richard Carapace, qui pourtant n'a pas été incroyable, et devant Fabio Aru. Pierre Latour, encore une fois, j'étais pas convaincu quand Jean-René Bernaudot nous a dit que ça serait le leader de l'équipe sur le Tour de France. Je suis toujours pas convaincu aujourd'hui. Il est pas mauvais sur le chrono. Ça c'est clair et net. Sur le premier chrono, il est même très bon, hein. Pierre Latour, je crois qu'il finit top 15 du premier chrono, donc c'est vraiment bien. Voilà, il finit 17ème, voilà, un peu là du top 15. Mais je crois que c'était une quarantaine de secondes, hein. Il était avec des mecs comme Valverde, hein. Le problème, c'est qu'en dehors du contre-la-montre, sur les étapes plus difficiles, il était inférieur aux autres. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est le futur grimpeur, la future pépite en montagne, mais là, je suis pas convaincu. Très clairement, je ne suis pas convaincu par Pierre Latour. En plus, l'équipe qui sera autour de lui sur le Tour de France, bon, je ne sais pas si ça sera la grosse formation quand même. Parce que si on met des gens pour Bonifacio, on sait comment ça marche du côté de la Total Direct Energy, ça m'étonnerait qu'ils fassent différemment de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va mettre des mecs pour s'échapper, donc genre Jérôme Cousin, Damien Godin peut-être également, des mecs pour Bonifacio, et peut-être un ou deux qui feront en montagne. Donc Pierre Latour, Villarmoz, peut-être Geniez. Ça va être quand même limité pour Pierre Latour pour jouer de général. Et puis là, de toute manière, même avec une équipe complète, je suis pas convaincu de ses capacités à jouer le général. Et je pense que ça vient de plusieurs problèmes. Peut-être physiquement, ou en haute montagne, c'est pas le meilleur du monde, parce que c'est pas un tout petit gabarit non plus, hein. Il fait 1m80 quand même, Pierre Latour. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème chez Pierre Latour, c'est son coup de pédale. C'est-à-dire que le mec a un coup de pédale qui est très haché, et je pense qu'il n'est pas excellent aujourd'hui. Il a un coup de pédale qui n'est pas fluide du tout. Et ça, je pense qu'au bout de 5 heures de course, ça a des conséquences musculaires. Et au bout de 7 ou 8 jours de course, ça a des conséquences musculaires. Donc du côté de Pierre Latour, il va falloir retrouver un petit peu des jambes. Il avait pas été mauvais sur le Grand Prix Miguel Indurain, mais j'ai l'impression que là, au fur et à mesure de la semaine, ça s'est délité. Et avec un dimanche qui n'a pas été forcément facile pour le Français. Donc moi j'aimerais... je pense qu'il y a du travail avant le Tour de France. Il y a du gros travail pour Pierre Latour. Allez, on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Primoz Roglic. Très bon pendant toute la semaine. Primoz Roglic, ça commence par un bon contre-la-montre. Et oui, il ne faut pas le négliger. Où il bat Pogačar dans une arrivée en côte, voilà, avec un Pogačar qui n'a pas forcément fait un très bon contre-la-montre. Ça continue avec l'étape numéro 3, où certes, il n'a peut-être pas très bien géré tactiquement, mais il était aussi fort que Pogačar. Il se fait avoir au sprint, mais parce que Pogačar est plus puissant que Roglic. Ça se termine le 6e jour, où il fait une masterclass. Une masterclass Primoz Roglic. On le trouvait, parfois certains disaient qu'il était un peu trop attentiste. C'est vrai. Moi je ne dirais pas attentiste, il était frileux. Parce qu'il y avait eu le Giro aussi en 2019 où il prend le maillot dès le premier jour et il avait compris que ce n'était pas la meilleure idée du monde. Mais là il a été très très bon sur cette course. Il a très bien géré, en plus son effort. Il s'est très bien entendu avec David Gaudu. Or, il faut savoir que Roglic, pendant très longtemps, n'aimait pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire donner la victoire à un adversaire, il n'aimait pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il a enfin compris ce que c'était l'art de vivre, on va dire, du cyclisme pour Primoz Roglic. Et puis, il y a eu... le 6e jour est excellent. C'est une masterclass. Et
il vient de déconstruire tout ce que j'avais dit dans ma vidéo sur la déception que j'avais eue après Paris-Nice, c'est-à-dire que il a montré premièrement qu'il pouvait être très très fort, il a montré également qu'il pouvait avoir une grande équipe, parce que le résultat de Roglic, c'est également le résultat d'une belle formation Jumbo. Pourtant, avant le départ de la course, je regarde toujours les starting lists, je me dis, ouais, ça manque peut-être d'un Sepp Kuss quand même dans cette formation. Et bah Vingegaard a fait un très gros travail, le Danois, et ça participe à toute cette génération danoise qui est excellente, du côté de Jumbo. Le seul qui pour moi a été, les deux seuls qui ont été un petit peu en dessous, c'est Christoph j'arrive jamais à dire son nom en plus, Feixten, l'allemand, et Lennard Hofstede, qui ont peut-être été un peu en dessous. Mais quand tu regardes, Tobias Foss, ça a été très bon, Toulouse, ça a été très bon, Samoumen aussi, et Vingegaard, également, ils ont fait du bon travail. Si tu rajoutes à cette équipe-là un Sepp Kuss, enfin un lieutenant un peu encore meilleur en montagne, un Wout van Aert, tu mets Tony Martin, t'as l'équipe pour le prochain Tour de France. Ça va être une équipe solide, et t'es même pas obligé de prendre Kruijswijk, et je suis même pas sûr que tu sois obligé, ça j'ai dit Sepp Kuss, mais tu n'es peut-être pas obligé de prendre Sepp Kuss. Ça dépend comment tu vois. La Jumbo a une équipe qui, je trouve, cette équipe-là est plus intéressante que celle qu'on a vue lors du dernier Tour de France. Là, il y a des coureurs qui sont très intéressants. Les deux recrues, enfin la recrue Samoumen, c'est un très bon choix. La recrue, si Samoumen, c'est cette année qu'il a rejoint. J'ai un doute. Mais Toulouse, ce sont des bons choix. Ce sont des très bons choix. Oui, Samoumen, c'est cette année. Toulouse, c'était avant, oui. Mais ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Et là, je crois qu'on tient quand même une équipe de Tour de France. Ce résultat-là va faire du bien aussi à Roglic, parce qu'il a montré que le dernier jour, il n'a pas craqué. Et pourtant, dans le final, tu sens que c'est dur. Mais il n'a pas craqué. C'est-à-dire que mentalement, il a été très très fort. Il a été solide dans la tête. Il a réussi à faire perdre UAE, qui nous a fait la Jumbo de Paris-Nice. UAE, c'est-à-dire qu'ils se sont complètement plantés le dernier jour. Et puis il a battu Pogačar. Il a battu Pogačar, et en plus il n'y a pas eu ce sentiment qu'on avait les dernières fois de se dire, même lors de l'étape numéro 3, on a l'impression que face à Pogačar, il n'a pas envie de mettre le coup de grâce. Comme sur le dernier Tour de France ou lors de l'étape numéro 18, lors de la montée du plateau des Glières, tu sens que Pogačar est vraiment limite de rupture ce jour-là, que lui il est très bien, et qui met pas le coup d'accélérateur qui, paf, lui aurait permis de récupérer 30 secondes ce jour-là, ou 40 secondes sur Pogačar. Et là, sur sa dernière étape, c'est ce qu'il a fait. Il a mis le coup de grâce. Alors, quand il part, bam, personne ne peut suivre derrière. C'est-à-dire que Gaudu c'était le coureur de Nippo, c'était Hugh Carty. Je peux te dire qu'il s'accroche sévère derrière à ce moment-là. Alors Gaudu, je pense qu'il était très très fort. Pour moi, il était peut-être un peu plus fort que Roglic à l'arrivée. Hugh Carty, tu sens qu'il était vraiment au bout de sa vie. Quand il est bien content d'être à ce niveau-là de course. Mais ouais, bonne semaine de Hugh Carty, de Primož Roglic, pardon, et je voulais le souligner. Deuxième pilote au top, c'est Tadej Pogačar. Je mets quand même Pogačar en plus. Pourquoi ? Il a été très très fort pendant toute la semaine. Sur l'étape 3 par exemple, il est très fort, même sur l'étape numéro 2. Il y a 2 points où il a été moins bon. C'est le contre-la-montre. Ça c'est clair et net que sur le contre-la-montre d'ouverture, il est parti très fort. Sur la première section, il a vraiment souffert. Après, donc le premier intermédiaire était au bout de 4 km de course. Il a vraiment souffert sur la deuxième partie. Et du côté de Pogačar, il y a eu McNulty qui a nui un petit peu à la performance de Pogačar, surtout le dernier jour, parce que on a demandé à Pogačar de rouler pour McNulty, ce qui je pense était une erreur, parce que McNulty est quand même moins fort qu'un Roglic. C'est un bon coureur, McNulty,
Déjà, pour moi, c'est plus un rouleur qu'un véritable coureur polyvalent de grand tour. Certes, il a fait 15e du dernier Giro, mais avec un Giro où pas mal de coureurs avaient été en méforme, et un Giro où il y avait beaucoup de contre-la-montre. Et sur les contre-la-montre, ça c'est clair et net qui est très fort, il fait partie des meilleurs du monde. Par contre, en haute montagne, et sur des côtes de puncher, comme on a sur le Tour du Pays Basque, là, je crois qu'on est quand même moins fort, et j'ai l'impression aussi que c'est pas le meilleur au niveau de la récupération. Il avait assez mal fini le Giro. J'ai l'impression que là, sur les fins de semaine de Giro, il avait vraiment beaucoup de mal à chaque fois sur les week-ends. Là, j'ai l'impression que ça a été un petit peu pareil sur ce dernier jour de course, sur ce dernier samedi. C'est dommage qu'on ait tout misé sur McNulty parce que Pogačar, je ne sais pas s'il aurait battu Roglic. Je ne pense pas. Roglic avait l'air quand même d'être très fort, mais au moins il l'aurait suivi. Et en suivant Roglic, ça aurait peut-être changé la manière de courir, surtout qu'il serait resté dans sa roue. Et ça, je pense qu'il avait la capacité de le faire. Donc c'est dommageable du côté de Pogačar. L'équipe aussi, UAE, n'a pas été exceptionnelle. Pourtant, équipe qui s'est renforcée pendant l'intersaison, sur le papier, l'équipe UAE, et quelques éléments étaient dans cette équipe. On avait par exemple Marc Hirschi et Rafał Majka. Alors, Rafał Majka, on n'a pas forcément vu le plus. C'est également le cas pour Marc Hirschi. Alors, le problème de Marc Hirschi, c'est qu'il a commencé très tardivement sa saison. Je ne vois pas comment il pourra être en forme sur les Ardennaises. Il a commencé trop tard. Alors, vraiment, il commence au Tour de Catalogne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la préparation a été... Est-ce qu'il a été malade pendant la préparation? Est-ce qu'il a eu des douleurs pendant la préparation? Il y a eu le changement d'équipe, ça c'est vrai que ça n'a pas aidé quand vous changez d'équipe le 15 février, un truc comme ça pendant l'UAE Tour, juste avant l'UAE Tour, c'est quand même pas facile. Peut-être que tout ça l'a un peu gêné au niveau mental, au niveau de sa préparation, au niveau de l'entraînement, mais là il n'est pas en forme. Très clairement Marc Hirschi. Diego Ulissi, on ne l'a pas assez vu. Alors, ce qui fait que il se retrouvait souvent seul. C'est vrai que Rafał Majka, il a pas mal travaillé, mais il lâchait trop tôt, en fait, Rafał Majka. Je pense parce qu'il travaillait trop tôt aussi, le coureur polonais. Donc, Pogačar et McNulty se sont retrouvés assez vite seuls dans cette dernière étape. Et c'est là où c'était le problème. Où ils se sont retrouvés seuls. Donc c'est vrai que cette équipe UAE Team Emirates, il va falloir mieux se coordonner et surtout, je pense, mieux travailler. McNulty, je pense, sera de toute manière équipier. Est-ce qu'il sera sur les mêmes courses que Pogačar? Pas sûr non plus, parce que l'année dernière, McNulty était sur le Giro alors que Pogačar était sur le Tour de France. Je ne sais pas s'ils ont je peux regarder le programme de McNulty, mais avec le programme de Pogačar, mais je ne sais pas si c'est le même programme pour les deux, parce que c'est vrai que techniquement, là, ça a été un véritable problème. Bien entendu, ça ne va pas l'afficher. Si, hop là, ça arrive, avec un petit délai pour McNulty. Bon, avant de vous dire ça, on va passer au troisième coureur au top. Pour moi, c'est Valverde. On a retrouvé le grand Alejandro Valverde pendant cette semaine, qui a été très bon. Il a été très très bon cette semaine, Valverde. Sa victoire au Grand Prix Miguel Indurain, on sentait déjà que c'était pas mal. Mais là, il fait top 10 sur cette course. Très belle dernière journée en plus, puisqu'il a attaqué plusieurs fois quand même Pogačar notamment. J'ai l'impression, moi, que s'il y a un gros pari à faire sur les Ardennaises, surtout sur Liège-Bastogne-Liège, un petit pari Valverde. Bon, je ne vous incite pas à parier, mais moi, je peux vous dire qu'en termes de pronostic, c'est ma grosse côte, comme je dis toujours. Je ne sais jamais comment le prononcer. C'est vraiment le coureur qui... il doit faire la Vuelta Pogačar et le Tour de France, alors que McNulty doit faire le Giro. Donc, ils ne sont pas sur les mêmes programmes, normalement. C'est du coureur, et puis Pogačar sera également sur les classiques ardennaises. Mais du côté donc, de Valverde, il a été très très bon pendant toute la semaine. Il a été très très bon. 7ème du classement général à 1,33. En plus, il est 7ème du classement général, mais pas très loin des hommes de tête. Non, il faut saluer sa performance. Il n'était pas favori, et c'était pas le leader de son équipe déjà sur le Grand Prix Miguel Indurain. Là encore, c'était peut-être pas forcément le leader
sur les 2 premiers jours. Il a été très bon, surtout que vous regardez, quand on regarde le temps, il y a 1,33, je crois qu'il perd 45 secondes sur le contre-la-montre. Donc au final, en montagne, il a été totalement dans le coup. Hein. Sur l'étape numéro 3, il est dans le groupe avec Godu, il a été très très bon. Je m'attends pas à ce qu'il gagne un grand tour aujourd'hui, Valverde, mais encore une fois, sur un Liège-Bastogne-Liège, où pour moi, aujourd'hui, au niveau des Ardennaises, il n'y a pas un mec forcément qui a l'air de dominer pour le moment. Nick, un petit Valverde au bout de 250 km, si tout le monde se regarde dans les côtes de la Redoute, ça peut le faire. Il faudra qu'il parte de loin. Mais en partant de loin, Valverde, faut s'en méfier. Mais alors, énormément. Et puis je termine avec, alors là, tout l'inverse. Un petit jeune, Maury Van Sevenant. Vous savez que j'aime bien ce coureur, depuis l'avoir... l'année dernière, je l'avais un peu découvert sur la Flèche Wallonne. J'adore ce coureur. Très clairement, c'est un peu comme Marc Hirschi. C'est des coureurs qu'on a un peu découvert quand même la saison dernière. Alors Marc Hirschi, je l'avais un peu vu chez les jeunes. Maury Van Sevenant, pas du tout, pour tout vous dire. C'est une pépite trouvée par Patrick Lefebvre et il nous a fait encore une course... Alors, il en fait un peu trop. Il est jeune. C'est sa 2e année professionnelle. Je crois Van Sevenant, il est l'année dernière. Tous ceux qui ont commencé l'année dernière, c'était vraiment pas facile. Il a été très bon, je trouve, dans certaines étapes. Et surtout, ça va être un allié de poids pour Alaphilippe. Un allié en adversaire. C'est pas trop comment on le voit. Un allié parce que, pour moi, quand un coureur comme ça dans le Wolfpack, qui va se mettre à ton service, forcément, lui, il va faire péter du monde. Et il va faire péter du monde, peut-être de loin, Maury Van Sevenant. C'est un sacré moteur aussi. Hein. C'est un mec qui tient sur des très très longues distances. Il a été très très bon. Moi, j'ai bien aimé sa course à Maury Van Sevenant. Et c'est pour ça que je voulais le mettre devant. En plus, il finit 11e. Vu la quantité d'énergie qu'il a dépensé, parfois à contre-temps, c'est vraiment pas mal de la part du Belge. Sur ce type de parcours. On passe rapidement au bonnet d'âne parce que je vois que je vais être à 30 minutes de vidéo encore. Premier bonnet d'âne, c'est Enric Mas. Comment dire, Enric Mas, c'est compliqué. Il est tombé sur le Grand Prix Miguel Indurain. Je pense que ça a dû le gêner, que la chute n'était pas si anodine que ça. Il finit 18e à 8,04, juste derrière Brandon McNulty et Ruben Fernandez. Le coureur de la Cofidis, c'est vraiment pas exceptionnel et surtout Valverde a fait tellement belle impression que c'est vrai qu'à l'inverse lui il a quand même été décevant. Si on compare avec les deux, c'est compliqué. Je vais mettre également Jakob Fuglsang rapidement. Il finit 15e. Il a jamais été dans le coup de toute la course. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de problème, mais le contre-la-montre n'était pas bon. Le reste de la semaine n'était pas excellente. Et encore une fois, à une semaine des Ardennaises, c'est vraiment pas rassurant pour Jakob Fuglsang. J'ai envie de dire qu'il y a quand même... les Ardennaises cette année, il n'y a aucun grand favori qui est hyper rassurant. Même Alaphilippe, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pour ça que je dis c'est très ouvert, parce que j'ai l'impression que personne domine cette année sur les courses vallonnées. Et là, on voit totalement Fuglsang 15e, pas de grand résultat depuis le début de saison, un petit manque de rythme. Pas tout jeune non plus, Fuglsang, je crois qu'il a 34 ans. Des fois, le niveau de performance décroît très vite à ces âges-là. Des fois, ça décroît vraiment en 6 mois de temps. J'espère que c'est pas ça pour Fuglsang. Mais bon, c'était pas très rassurant. Après, il faut quand même rappeler que Fuglsang, techniquement, il avait dit qu'il gérait plus les classements de courses par étape. Qui se concentrait énormément sur les courses... d'une semaine. C'est vrai que là, il y a eu Yon Izagirre également qui était un petit peu devant, et puis je sais plus qui également à un moment était devant. J'ai oublié l'autre coureur espagnol qui à un moment qui avait gagné une étape. C'était pas Chastana. Je vais retrouver pendant 10 secondes. Aramburu, voilà, qui était pas mal aussi à un moment au niveau du classement général, qui finit 38e. C'est vrai que pour Fuglsang, il a dû travailler pour ces coureurs-là. Mais quand même, on attendait peut-être mieux de ce coureur. Et puis je vais finir. Il y a Guggenhardt aussi qui est en méforme sur la semaine. Je vais pas en parler plus parce que là, je suis vraiment en 30 minutes de vidéo. Puis Kelderman. Décevant Kelderman sur le contre-la-montre.
parce qu'il finit quand même à 35 secondes, je crois, à 35-40 secondes de Roglic. Ça fait un peu beaucoup pour un mec comme Kelderman, qui est quand même un bon rouleur. Et puis surtout la chute, et la chute qui arrive au très mauvais moment dans la semaine de course. Ça, c'est clair et net, parce que très clairement, il revient d'une chute, il retombe encore. Kelderman, c'est pas rassurant. Avec en plus un programme qui normalement devait l'emmener sur les Ardennaises. Alors on nous a dit j'ai dû traduire une interview en néerlandais qui disait qu'il s'était blessé, mais qui ne donnait pas la durée d'indisponibilité. Donc si des gens l'ont, la durée d'indisponibilité de Wilco Kelderman, mais ça m'étonnerait quand même qu'on le voit sur l'Amstel. Peut-être qu'on le reverra au Tour de Romandie fin avril. Mais pour le Tour de France, ça arrive pas au bon moment, très clairement. Parce qu'il a 10 jours de course dans les pattes. Ce qui n'est pas énorme. Pour tout vous dire. En Catalogne, il finit 5e. C'est vrai que je l'avais vu au Port-Rennais, il était pas mal. Pas notamment. Mais bon, Kelderman, voilà. Et puis l'intégration dans une nouvelle équipe. C'est-à-dire quand vous vous blessez, lui il arrive chez Bora. Hein. Alors même s'il est leader, il faut qu'il s'intègre à des nouveaux équipiers. C'est pas forcément l'idéal de se reblesser en ayant 10 jours de course, en connaissant peut-être pas entièrement l'effectif. La préparation de pré-saison, je sais pas s'il avait pu la faire entièrement. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des interrogations aujourd'hui sur Wilco Kelderman. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!